Salut, alors on se retrouve là pour la deuxième partie de la règle sur la virilité. Donc là, on va aborder plus un constat actuel et une vision un peu plus élargie, comme je te le disais. On va commencer directement par une question. Comment et pourquoi est apparu ce concept? En fait, est-ce que ce concept a une fonction? Le concept de féminité et de virilité sont apparus en fait naturellement. Dans un groupe, la répartition des rôles se fait justement naturellement à travers les instincts. Celui qui déroge met en danger le groupe. On valorise donc ceux qui suivent les règles ou valeurs du groupe. Ces valeurs donc comprennent la virilité et la féminité. Le groupe perdure parce que les gens suivent ces concepts-là, qui sont même presque pas des concepts, qui sont presque des instincts à ce niveau-là. C'est-à-dire, après, on va dire la raison et l'esprit vont créer le concept de virilité et de féminité en modelant un petit peu la masculinité et on va dire la féminité naturelle. Imagine-toi par exemple en pleine nature avec 10 femmes, 10 hommes, vous êtes une micro-tribu. Naturellement, les hommes chasseront et défendront le groupe contre les animaux et d'autres tribus s'il y a. Les femmes prendront soin du foyer. Des enfants feront du petit artisanat, tresser, coudre, etc. Et la cuisine, elles la feront si ça existe. Les hommes en parallèle bâtiront, s'occuperont des huttes, etc. C'est eux qui iront explorer autour du campement, qui iront au plus loin, alors que les femmes se cantonneront plutôt dans euh, le camp et ses alentours immédiats. En fait, les sociétés ont évolué par la suite, en partant du stade de tribu, pour atteindre les civilisations actuelles. Les concepts ont alors évolué selon des événements historiques, les spécificités génétiques des populations en question, et aussi les spécificités culturelles. En gros, la féminité et la virilité ont été modelées selon ces différentes choses, à partir des instincts naturels et de ce que met en groupe naturellement, de ce que met en place naturellement un groupe. Donc, féminité et virilité sont des concepts qui sont restés ancrés car ils bénéficient au groupe. Toujours en fait, ils bénéficient toujours au groupe. Aucune culture n'a pu se passer de ça, car une culture qui aurait nié la virilité et la féminité serait morte à l'époque. Elle aurait été dominée par les autres cultures. Par contre, en plus, je suis même pas sûr que les gens avaient le luxe de se poser la question de nier la virilité et la féminité en fait. Parce que pour annuler la féminité et la virilité, enfin, parce que oui, supprimer la féminité et la virilité, ça revient à faire un travail. C'est pas juste euh, s'abstenir de penser à ces choses-là. Il faut vraiment nier ces choses-là parce que ce sont des concepts naturels. Donc il faut travailler à instaurer une culture où la répartition des rôles, elle est supprimée, où chacun a les mêmes rôles, où chacun va faire les mêmes choses. Et là, ça c'est vraiment, on pourrait dire, une culture qui supprimerait ces notions de vérité et féminité. Bon, on voit bien que cette culture-là, c'est compliqué à mettre en place, même si on la voit apparaître petit à petit de nos jours. Les fonctions de la virilité, pas de la féminité ici. Enfin, on pourrait dire d'ailleurs la féminité aussi, hein. Les fonctions de ces concepts-là, c'est par exemple une répartition des tâches entre les sexes, qui permet un gain d'efficacité assez majeur. C'est le même gain qu'on obtient à travers la spécialisation. Les cultures capables de se spécialiser sont plus efficaces, car la spécialisation induit un gain d'efficacité. Si je passe toute ma vie à faire forgeron, je serai forcément meilleur dans ce métier-là. Euh, Si on a une société avec 10 hommes et qu'il y en a 5 dans l'agriculture, un dans la forge, un dans la défense un dans la chasse et un dans l'élevage, eh bien, ils seront bien plus efficaces que si chacun faisait tous ces petits boulots. Parce que, bien sûr, on gagne en efficacité avec l'expérience. C'est assez basique à comprendre. Mais la répartition des tâches a encore un avantage supplémentaire, une fonction, on pourrait dire. C'est que naturellement, hommes et femmes ont des avantages euh, l'un en comparaison de l'autre. Et ces concepts de féminité et virilité vont associer des rôles spécifiques selon justement les prédispositions de chaque sexe. Ainsi, les hommes qui sont plus prédisposés à comprendre et à visualiser dans l'espace
et qui sont plus physiques, forcément, s'occuperont de la construction, par exemple. Alors que les femmes qui sont plus maternantes et plus dans l'écoute, et cetera, s'occuperont des enfants. Bon, après, de nos jours, par exemple, on a une nouvelle organisation qui s'est mise en place, naturellement. Les femmes sont bien plus présentes dans les milieux de soins, parce qu'elles sont bien plus empathiques, enfin bien plus en tendance, hein, toujours en tendance. Elles ont tendance à être plus empathiques et je pense aussi qu'elles ont moins de mal au niveau de la dignité, à aller, torcher des culs, même si c'est un peu vulgairement dit, c'est indispensable d'ailleurs à la société de faire ça, mais elles ont moins de mal avec ça. Peut-être, parce que par instinct justement, elles, voient pas elles pensent d'abord à soigner avant de remettre en cause leur ego en fait, dans ce genre de situation. Et que ça leur procure peut-être plus de bien, qu'un homme. Un homme n'aura pas, autant de plaisir à prendre soin de son prochain. Peut-être, hein, c'est des hypothèses, mais j'ai quand même tendance à penser ça. Donc en plus d'un gain d'efficacité en séparant les tâches, on gagne encore en efficacité parce qu'on a mis les meilleurs dans chaque tâche. Les femmes, on les a mis là où c'était bon et les hommes là où c'était bon. D'ailleurs, on devrait faire ça dans une organisation sociétale. On devrait d'abord analyser les spécificités de chaque individu et en fonction de ça, en fait, on devrait diriger les individus selon là où ils sont bons. Au lieu de dire tu peux aller là où tu veux. Bien sûr, il faut laisser une liberté de choisir, hein, mais disons qu'une société se porte bien mieux si elle a les meilleurs éléments dans chaque secteur. On va pas mettre un mec qui a des grandes compétences d'abstraction et de logique dans un métier manuel, si ce mec-là peut faire un travail exceptionnel dans un domaine, par exemple de l'informatique, etc. Et à contrario, on va pas mettre un mec hyper baraque dans l'informatique alors qu'il pourrait être très très efficace, et en plus de ça, s'il a une intelligence spatiale, le mec on va mettre dans la construction parce qu'il sera hyper bon dans son domaine. Voilà tout. La fonction de la virilité, et de la féminité d'ailleurs, c'est que ça permet aussi de répondre en grande partie aux instincts de chaque sexe, sans trop grosse frustration. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des concepts qui intègrent quand même les instincts primaires de chaque sexe. L'homme a besoin de dominer, l'homme est ambitieux. Enfin, c'est toujours en tendance, hein, bien sûr. C'est des clichés, mais c'est des clichés véritables. Des femmes pourront bien aussi être plus ambitieuses que d'autres hommes. Mais en tendance, du coup, ça se passe comme ça. Et donc, c'est une organisation sociétale en virilité qui prend en compte la vérité et la féminité. Et ben, elle permet de satisfaire aussi ces instincts-là. Par exemple, la société actuelle qui ne présente plus de vérité, déjà rend malheureux les hommes parce qu'ils ne se sentent pas hommes, dans le sens où ils ne peuvent pas exprimer déjà leur énergie, leur dynamisme. Ils ne peuvent pas non plus exprimer toujours leur instinct de domination, de compétition. Et les femmes, par exemple, ça va les mettre aussi, elles, dans une mauvaise posture, parce qu'en face d'elles, elles n'ont pas des partenaires à la hauteur. Des hommes complètement dévirilisés ne sont pas des hommes attrayants, en fait. Donc ça, dans ce sens-là, quand on avait mis en place des concepts de féminité et de virilité, et qu'on ne les avait pas niés, et ben en fait on était dans le juste, en coïncidant avec les instincts de chacun, et du coup en y répondant au plus, parce qu'il y a quand même des choses qui étaient frustrées bien sûr, mais quand même on y répondait en grande partie. Et une autre fonction, c'est que la virilité et la féminité canalisent les instincts dans l'intérêt de la société en ne conservant que leurs bons aspects. C'est-à-dire que l'instinct d'agressivité, de conquête, de domination de l'homme est dirigé par la virilité. Par exemple, imaginons au Moyen-Âge, on dirigeait cette virilité dans la défense de la patrie, et donc les mecs mettaient toute leur ambition, toute leur envie de guerroyer, leur envie de se battre, leur envie de dominer, dans l'affrontement de l'ennemi. Ce qui est au final la bonne chose à faire, ne pas s'affronter entre nous, et affronter nos ennemis. Ou alors, ça aurait été de la mettre dans une bonne virilité, ça serait de mettre toute cette agressivité, cette tension dans le milieu entrepreneurial. Bon, c'est ce qui se fait de nos jours d'ailleurs, parce que naturellement les gens
quand ils ne peuvent pas exprimer leur agressivité, etc., dans un domaine, ils vont l'exprimer dans un autre. Tu peux pas l'exprimer physiquement, tu l'exprimes en tout cas à travers tes actes, euh, en essayant de dominer les autres dans la pyramide hiérarchique de ton entreprise, par exemple. Mais justement, une bonne vérité, ça devrait canaliser les instincts un peu primaires, c'est-à-dire que les instincts d'agressivité devraient être canalisés, par exemple. Quels autres instincts Je vois pas d'autres instincts plus importants que ça qui auraient dû être canalisés, mais il y en a sûrement. Autre question maintenant, autre moment. Peut-on se passer de virilité et de féminité? En fait, est-ce que ces concepts peuvent disparaître? J'ai déjà un peu abordé précédemment. On peut en effet supprimer la notion de virilité et féminité, car ce sont des concepts. La société actuelle en est un brillant exemple. On ne véhicule plus beaucoup de clichés, en tout cas beaucoup moins qu'avant, des clichés de genre. C'est-à-dire qu'on ne véhicule plus ce que devait être un homme ou une femme. En tout cas beaucoup moins qu'avant. On a toujours à travers le divertissement, etc. Mais globalement, dans les médias, etc., on n'a plus l'homme de faire ça, etc. Il n'y a plus de mythologie, de mythes et de légendes ou d'histoires qui transmettent ces valeurs-là. On donne aux hommes et aux femmes un autre idéal, un idéal commun, c'est-à-dire travailler, faire de l'argent, être dans les bonnes mœurs, c'est-à-dire être bien pensant, politiquement correct, tolérant, etc. Ça, c'est l'idéal moderne qui est du coup pas du tout genré en fait. On a réussi plus ou moins à détruire virilité et féminité au point que d'ailleurs les individus, quand on leur parle de ce concept-là, n'arrivent même pas à placer un mot dessus. Où ils vont grossièrement dire c'est être musclé. Mais en fait, ils vont plutôt aborder la notion de masculinité presque. Et encore souvent, ils ne vont juste évoquer que les muscles, la pilosité, puis l'aspect physique primaire, quoi, mais très peu les autres éléments, qui étaient pourtant très très connus à une autre époque. C'était intégré dans les mœurs de savoir où était la place d'un homme et d'une femme. Voilà. Mais malgré d'ailleurs le fait qu'on nie ces notions-là, de vérité et féminité, on voit toujours qu'il y a la masculinité et la féminité naturelle, on pourrait dire, qui sont toujours présents. Euh, Comme je le disais, l'ambition des hommes est toujours là, l'attention, l'envie de dominer, elle est toujours présente et elle s'exprime par exemple dans le milieu entrepreneurial. Ou dans le choix des métiers, par exemple, on voit bien qu'il y a des grosses différences selon les sexes, dû aussi justement à, à ces différences-là en fait, intrinsèques. Maintenant, on va aborder une notion un peu plus complexe dont je pense que je vais faire pause et je vais refaire une autre vidéo.